Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission, je suis rejoint à nouveau par Stéphane. Salut Stéphane. Salut Mythe, comment ça va? Ah bah écoute, ça va extrêmement bien, j'espère que toi aussi. Très bien, j'ai mis mes petites chaussettes bien chaudes, je suis en pyjama, je suis prêt pour enregistrer. Ah écoute, ça me fait bien plaisir, donc je rappelle à nos auditeurs, nos auditrices que tu es programmeur gameplay dans une grosse entreprise de jeux vidéo et que le résultat de tes petits tapotages sur le clavier nous permet à nous de faire de belles choses à l'écran quand on appuie sur les boutons de nos manettes. Exactement, je code des machins et des trucs et après vous vous amusez avec quand vous achetez les jeux. Et ça c'est beau. Ok, donc je t'ai rappelé pour refaire presque la même chose que la dernière fois, puisque on s'est bien amusé. On va refaire un Super Unraveled Battle, mais cette fois-ci nous n'allons pas classer des jeux The Legend of Zelda, on l'a déjà fait et je n'ai rien à redire sur le classement que nous avons établi. Non, il était parfait et j'ai beaucoup aimé l'accueil qui a été fait avant que le critère soit connu, c'était un vrai plaisir. Et oui. Et donc pour cette émission-là, nous allons viser un peu plus large. Nous allons classer plusieurs jeux de plusieurs licences, puisque nous allons faire un super platformer battle. Nous allons classer des jeux de plateforme selon un critère que je m'apprête à te révéler. Est-ce que tu veux essayer de deviner le critère ? J'ai essayé d'y réfléchir, c'est assez large. Je me suis demandé quel jeu de plateforme trouvait le plus de droite, mais je me suis dit que ça serait quand même compliqué de débattre là-dessus. Quel jeu de plateforme mériterait le plus d'être Sonic à la place de Sonic aussi, mais je pense que c'était plus un critère qui me plaisait à moi. Donc je suis un peu dans le flou. Très bien. Eh bien, je vais te révéler ainsi que à notre cher auditoire ce que va être le critère de classement des jeux que nous allons classer dans ce Super Unraveled Battle. Nous allons classer différents jeux de plateforme selon le critère de savoir si c'est pratique ou pas de ramasser toutes les petites merdouilles qu'ils ramassent dans le jeu et si ce serait désirable pour un humain de la vie de tous les jours de faire comme fait Mario ou comme fait Crash Bandicoot dans leur jeu respectif. D'accord. Le bien, c'est que ça demande pas spécialement d'avoir joué au jeu. Donc ça m'arrange parce que Ah bah non. Même si j'aime les jeux de plateforme, je n'ai pas tout fait et on va dire que c'est quand même un genre prolifique. C'est un genre prolifique, riche, bien fourni. Le western des jeux vidéo, ou plutôt maintenant le Marvel du jeu vidéo dans les années 90. Alors je suis pas sûr de complètement te suivre avec cette comparaison, mais on est dans Hot Takes et Slow Burn et ça me plaît. C'était les jeux qui prenaient l'espace, qui remplissaient l'espace au moment à cette période, comme les westerns dans les années, je dirais 50, ça doit être ça. Remplissaient l'espace du cinéma, et comme les Marvel remplissent l'espace du cinéma maintenant, on pourrait dire qu'un peu les platformers dans les années 90, c'était les Marvel du jeu vidéo. Ah oui, ça y est, ok. Ça y est, mon cerveau a connecté les deux neurones qui lui restent. Et oui, effectivement, ça a vraiment été la figure de proue du genre jeu vidéo, du média jeu vidéo dans ces années-là. Et ben, écoute, ce que je te propose, c'est de sauter tout de suite dans le vif du sujet. On va sauter dans le vif du sujet avec un jeu pas prise de tête, pas controversé. On va commencer avec Super Mario Bros, sorti en 1985 sur Nintendo Entertainment System, aussi connu sous le nom de Family Computer, abrégé en Famicom au Japon. Oui, effectivement, c'est pas le jeu le plus
Le plus polémique, même si j'ai cru comprendre que certaines personnes dans ce podcast n'en étaient pas foncièrement fans, notamment à cause de la physique, mais c'est quand même c'est quand même un jeu qui met d'accord un peu tout le monde sur ses bases et sur sa place importante dans le jeu vidéo, je pense. Bien sûr, même s'il se dit que certaines personnes dans ce podcast qui seraient en train de parler, par exemple, auraient dû attendre d'avoir la fonction rewind du Nintendo Switch Online pour pouvoir finir ce jeu. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça, et nous sommes là pour classer les jeux de plateforme. Donc, qu'est-ce qu'on ramasse en grande quantité dans Super Mario Bros, pour commencer? Alors toi, si j'ai bien compris, c'est des game over, mais sinon la plupart des gens ramassent des pièces. La violence est réelle. Oui, on ramasse des pièces. On ramasse des pièces qui font un très joli petit son quand on les ramasse et qui, en plus, permettent de gagner une vie supplémentaire si on arrive à en ramasser 100, ce qui permet de rassurer les joueurs un petit peu effrayés par le challenge ou de faire durer la torture pour les joueurs et les joueuses qui vraiment sont en grosse galère devant ce qui se passe. Et je pense que, je ne sais pas quel autre jeu tu as prévu, mais je pense que le pattern de il faut ramasser 100, parfois d'autres nombres, mais souvent 100 de ces petits objets pour avoir une vie supplémentaire, on risque de le retrouver quelques fois. Donc je pense pas que ça sera pris en compte pour notre classement, peut-être que si. Parce que globalement, c'est vrai que ramasser 100 pièces pour avoir une vie supplémentaire, j'irais vite ramasser 100 pièces dès maintenant dans la vraie vie. Ah bah, on va à la poste, on commande des rouleaux et on se met bien. Hein. On va voir Bernadette, on fait donne la boîte et c'est bon. Ah, Bernadette, si tu nous écoutes. C'est vrai, Bernadette, elle doit nous écouter, hein. Elle doit plus avoir grand-chose maintenant qu'il n'y a plus Jacques. Voilà, et puis David Douillet aussi, hein, bien sûr, si tu nous écoutes. Reviens, David. Reviens, David. Ils sont devenus fous. Bon, du coup, ce Super Mario Bros, il est tout seul dans son classement, mais on peut déjà en parler. Déjà, donne-moi un peu ton avis sur ce que tu veux dire un peu dessus, que je vois un peu dans quel sens on va se diriger au niveau du classement, quels critères on va retenir. Ah ben, écoute, moi ce que je pense sur ce Super Mario Bros, c'est que ramasser des pièces, c'est cool, mais ça peut être fastidieux parce que contrairement à Super Mario qui a juste à les toucher pour qu'elles disparaissent dans les terres, nous on doit se pencher, les ramasser, les mettre dans notre poche et tout, c'est un petit peu pénible. Et en plus, avoir 100 pièces, ça peut commencer à peser lourd ou être encombrant selon le contenant dans lequel on les met. Donc il y a des avantages indéniables, hein, notamment la valeur monétaire qui n'est pas sans importance dans notre monde capitaliste, mais il y a aussi des inconvénients. Donc je pense qu'on est sur quelque chose qui va être un bon point de départ. Et je trouve que c'est une bonne manière d'ouvrir en plus avec une base de comparaison solide pour les jeux qui viennent après. Oui, il faudra juste qu'on détermine quelle est la valeur de ces pièces, parce que si ce sont des pièces en or comme elles donnent l'impression d'être, disons que ramasser 100 louis d'or, je serais prêt à me baisser pour les ramasser. Si on parle de 100 petites pièces jaunes, bon, les centimes, c'est bon. Je suis prêt à les laisser au prochain passant. Très bien. Eh bien, donc on va le mettre dans la liste. Je sais pas ce qui se passe, mais je n'arrive pas à taper dans le Google Doc. Ok, je vais taper dans le Google Doc pour l'instant. Ah, et essayer de donner, de te partager. Je le vois. Tout se passe bien. Parfait. Et donc, ce que je te propose, c'est d'enchaîner tout de suite avec le deuxième jeu. Hein. Évidemment, je pense que tout le monde s'y attendait. Le deuxième jeu que je vais proposer de classer, ça va être Sonic the Hedgehog, sorti en 2006. En l'an de grâce 1991 sur Mega Drive, aussi connu sous le nom de Genesis chez nos amis américains. Et un jeu dans lequel on joue un petit hérisson bleu avec des chaussures rouges qui court très très vite et qui casse des robots pour libérer les petits animaux qui sont enfermés à l'intérieur et qui, pour survivre, a besoin de ramasser des anneaux en or qui flottent au-dessus du sol.
Oui, donc du coup, là, toujours la même réflexion. Si les anneaux sont en or, ça m'attire plus que si les anneaux sont petits plaqués dorés, là. Euh, Disons que j'en ai rarement croisé dans la nature. Déjà, il faudrait savoir, par rapport au monde humain, quelle taille ont ces anneaux. Moi, j'imaginais bien des anneaux de gymnastique à la bombe dorée. Si on est dans ce cas-là, ça Alors je m'intéresse pense pas. que oui, évidemment. Cela dit, on peut se demander les pouvoirs qu'ils ont, parce que dans Sonic, les anneaux permettent à Sonic de survivre indéfiniment tant qu'il possède au moins un anneau et d'encaisser autant de coups que nécessaire. Hein. Tant que Sonic a des anneaux, il n'y a que l'écrasement ou la chute dans un précipice sans fond qui peuvent en venir à bout. Et il se trouve que dans la vie de tous les jours, des précipices sans fond, il n'y en a pas souvent, et des écrasements par des murs qui se rapprochent ou une pompe hydraulique qui vient toucher le plafond, c'est pas non plus ce qui arrive le plus souvent. Ce qui fait que s'ils avaient les mêmes pouvoirs que dans le jeu, ce serait assez cool d'en ramasser plusieurs. Effectivement. Donc, on part sur cette vision-là où ils vont avoir les mêmes pouvoirs que dans le jeu. Tout en Ah, ignorant. pas forcément, mais ça peut être une manière d'y réfléchir. Ça peut être une manière d'y réfléchir, parce qu'en fait, tout dépend, parce que toutes les 100 pièces, une vie supplémentaire, ça me semblait largement suffisant pour vivre aussi, et ça pourrait battre les anneaux. Mais comme c'est Oui, quelque mais chose qu'on va retrouver partout, si tu ramasses 100 anneaux, tu gagnes aussi une vie supplémentaire. c'est vrai. Mais euh, du coup, ça passe devant les pièces. Parce qu'en plus, ça marche même une fois qu'on aura renversé le capitalisme. Ça marchera C'est toujours. vrai. Après le grand soir, nous pourrons toujours compter sur ces bons vieux anneaux dorés Voilà. pour donner notre énergie. Et puis, Mario, ses pièces, à part gagner des vies, il fait rien avec. Alors que Sonic, non seulement ça lui permet de maintenir sa survie, mais une fois qu'il a les 7 Chaos Emeralds, ça lui permet aussi de se transformer en Super Sonic et de servir de carburant à sa transformation. Je suis en train de te soupçonner d'avoir choisi ce critère spécifiquement pour avoir un classement où Sonic serait devant Mario. Eh bien, figure-toi que même pas. Mais les choses sont bien faites, de toute évidence. La vie est bien faite et la mauvaise foi n'a pas de limite. Du coup, on est d'accord pour mettre au-dessus de Mario. On est d'accord pour mettre au-dessus de Mario. Il y a certaines propriétés dont on n'a pas parlé, mais que je pense remonteront quand il s'agira de classer d'autres objets. Ouh, suspense. Suspense. Très très bien. Eh bien, ça va nous permettre de passer au classement du jeu suivant. Nous allons partir en Angleterre dans les années 90, dans un petit studio mandaté par Nintendo pour revitaliser une vieille mascotte et lui donner une seconde vie. Un petit studio qui va commander des super ordinateurs ultra puissants au point que le gouvernement et l'armée britannique vont se demander ce qu'ils ont à foutre avec. On va parler de Donkey Kong Country, sorti en 1994 sur Super Nintendo et développé par Rare. Oui, un jeu que je n'apprécie pas tant que ça. D'ailleurs, je pense que j'ai le 1 et le 2. Le 2 et le 3. Ou les 3 sur Super Nintendo. Que j'ai. Bah oui. Et j'ai un peu du mal avec les 3C. Donc on rappelle les 3C, c'est les contrôles, le personnage et la caméra. Et j'ai un peu du mal avec le feeling qu'on a quand on rebondit sur les personnages, qui fait que j'ai pas trop joué, donc je ne me souviens plus exactement ce qu'on ramasse. Je suppose que ce sont des bananes. Alors effectivement, dans Donkey Kong Country, Donkey Kong s'est fait voler sa réserve de bananes par le terrible crocodile King K. Rool. Et il part en quête de sa réserve de bananes à l'aide de son fidèle ami Diddy Kong et de quelques animaux qui vont les aider dans leur quête
pour renverser l'armée des Kremlings et mettre un terme au règne terrible de ce méchant crocodile de King K. Rool. Oui, donc Et en chemin, on ramasse des bananes. qui au bout de 100 bananes vont redonner une vie supplémentaire, je suppose. Absolument. Avec un petit... je sais pas si c'est aussi comme ça dans Super Mario Bros, mais quand tu atteins les 100 bananes, le compteur repasse à 0. Donc on pourra s'interroger sur la physique qui se cache là derrière, mais... Je pense qu'il y a une sorte de génération et on absorbe 100 bananes, rien ne se perd, tout se transforme. On transforme 100 pièces en un Mario tout neuf et on transforme 100 bananes en un Diddy Kong tout neuf, puisqu'en fait, ou alors je confonds, mais si tu as perdu ton compagnon, une vie supplémentaire le fait réapparaître. Non, il faut le sortir d'un tonneau. Je dis pas de bêtises. Oui, il y a un tonneau avec les copains pour récupérer les copains quand on les a perdus. Et les vies sont représentées par des ballons à l'effigie de nos héros. Et y compris quand tu attrapes 100 bananes, tu vois ton compteur de ballons qui augmente. Qui augmente. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si avec le carbone qu'on peut récupérer sur 100 bananes, on a de quoi fabriquer suffisamment de plastique pour fabriquer un ballon rouge. Ça nous intéresse. Je pense que c'est facile de fabriquer un ballon rouge avec 100 bananes qu'un singe. Après, voilà. Je ne suis pas chimiste. Laissons ça aux professionnels. Laissons ça aux professionnels et surtout laissons ça au public. Le public décidera. Je ferai un petit sondage. Un petit sondage sur Twitter sans contexte. Qu'est-ce qui est le plus facile à fabriquer avec 100 bananes, un ballon rouge ou un singe? Et on verra ce que nos amis sur Twitter auront à redire à ça. Ça me semble une bonne idée. Bon, Eh bien, le truc, c'est que ça ne nous dit pas ce que nous allons faire du classement de ce Donkey Kong Country. J'ai l'impression qu'on est un peu dans le même cas que Super Mario Bros, puisqu'on est sur des propriétés un peu similaires. Il y a juste une vie, il n'y a rien en plus que la vie. Et ça me semble plus facile de ramasser 100 pièces que 100 bananes. Parce que bon, on parle que des platformers, parce que... Parce qu'on fait un super platformer battle. Parce qu'on fait un super platformer battle, mais en dehors des platformers, Mario utilisait son argent pour acheter des choses, donc il y avait quand même une double utilité. Suivant qu'il a envie de sauter, ou qu'il est un peu fatigué, qu'il se dit je vais me faire un petit RPG à la pépouze, il n'utilise pas son argent de la même manière. Alors que Donkey Kong, c'est des bananes, ça prend plus place, parce que autant je me vois bien avec 100 pièces dans les poches. Voilà, ça sera un peu lourd, j'en mets un peu de chaque côté, ça va. Une banane, ça va. 2 bananes, ça va, j'en mets une dans chaque poche. Je pense que 10 bananes, ça tient dans les poches. Et 100, c'est compliqué. Et puis la pièce aussi, je l'ai, mais elle va rester... si j'ai 99 pièces et que je dois en trouver une dans un an, je la trouverai. Là où, quand j'ai 99 bananes sur moi, à la limite, j'ai stock à la maison. Pourquoi pas. Mais même au frigo, si j'attends un an, je vais en perdre de la banane. Alors que la pièce, il faut attendre longtemps. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Et je suis à 2 doigts de te rejoindre, mais j'ai quand même quelques contre-arguments à te proposer. Le premier contre-argument que j'ai à te proposer et qui me semble le plus évident, c'est que les bananes, ça se mange. Les bananes, ça se mange. C'est du bon potassium en plus. Le bon potassium. Ça se mange, mais du coup, ce que tu manges ne te permet pas d'atteindre juste ta nouvelle vie. Alors, non, mais ça peut te permettre de prolonger l'actuel. Ça te permet de prolonger l'actuel. Après, au bout d'un moment, les bananes, tu peux en avoir marre, alors qu'on se lâche jamais de l'argent. C'est vrai. Un autre contre-argument que je voulais te proposer, alors je sais pas à quel point c'est un contre-argument, mais je trouve que ça vaut le coup d'y réfléchir, c'est que tu peux acheter des bananes avec des pièces. Ce qui fait que si tu as 100 pièces et que tu as déjà gagné ta vie supplémentaire, tu peux les dépenser pour racheter 100 bananes
avoir une vie supplémentaire, et ensuite, et c'est là que ça devient très fort, tu peux te lancer dans le négoce, revendre les bananes contre d'autres pièces, et faire une espèce de cercle vertueux comme ça, où les pièces et les bananes s'alternent pour te faire accumuler un nombre de vies complètement affolant. J'y pensais justement à l'aspect est-ce que je peux vendre ma banane? Ça demande du travail quand même. Je vois où tu veux, où tu viens. Après, une banane vaut plusieurs pièces aussi, j'ai l'impression. Après, je sais pas dans quel pays on est. Il y a peut-être des pays où en fait une pièce achète plusieurs bananes, notamment chez John Wick. Une bonne pièce, ça fait plusieurs bananes. Donc, en fait, la question se pose quel est le marché de la banane pour savoir où on la classe. Il va falloir des implications économiques auxquelles on n'est pas encore préparé. Si vous êtes expert dans le marché international de la banane, dites-le nous dans les commentaires, ça nous intéresse. Oui. Du coup, c'est vrai que je suis partagé parce que d'un côté, je peux vendre la banane, de l'autre, j'ai envie de dire, avec de l'argent, je peux acheter de la banane. Après, je me place à mon humble place d'employé salarié. Je peux pas vendre de banane parce que j'ai pas de micro-entreprise, ça serait du boulot. Voilà, Tu n'as pas les infrastructures. Voilà. J'ai pas les infrastructures. Alors que si je veux acheter une banane, là j'en ai dans le frigo, j'en ai même acheté 5 hier. Voilà, je peux acheter de la banane. Du coup, ramasser de la banane, c'est moins important pour moi que de ramasser de l'argent. Dans ma vie actuelle, moi, si on essaye de classer ça en tant que humble personne non entreprise, c'est plus intéressant pour moi de ramasser de la pièce que de ramasser de la banane. Oui, mais si tu es sur une île déserte, est-ce que tu préfères partir sur une île déserte avec 100 pièces ou avec 100 bananes? Effectivement, là, je préfère partir avec 100 bananes. Bon, qui vont pourrir aussi, alors que les pièces, je pourrais les échanger contre... Les échanger avec qui? Mais il y a des contre poissons quoi qui et passent. Moi, je pense qu'on peut faire confiance aux dauphins. C'est-à-dire, vas-y, va me chercher un steak sur la ville. Faut pas oublier ça, quoi. Bon, il y a Aquaman qui passe, voilà. Va me chercher Aquaman, je te donne des pièces, tu vas voir Ben Affleck, il fait venir un ferry et on repart, quoi. Mais en même temps, bon, si Aquaman, de toute façon, il fera ça gratos, parce que bon, c'est un bon gars. Donc, autant avoir des bananes pour patienter. Ça, allez, ça me convainc. Donc, voilà, je pense que ce petit argument va juste permettre de franchir le millimètre qui fait passer la banane au-dessus de la pièce. Ouais, je pense que ça va passer au-dessus. Vu comme on en a débattu, je pense que Sonic qui était au-dessus, ça prend pas la place. Après, en même temps, Sonic, l'argument pourrait faire pareil. Est-ce que je veux des anneaux d'or? Après, si on considère qu'il a son pouvoir, je m'envole de l'île déserte. Exactement. Et je suis tranquille. Je commence vraiment à me dire, même si ce n'était pas conscient, que ton inconscient s'est dit, voici un critère qui permettra enfin à Sonic de briller. Écoute, peut-être que je suis plus machiavélique que je ne m'en rends compte moi-même et que c'est ça qui drive qui va mener tout ce classement. Écoute, il faut bien qu'il ait quelque chose. Il a des chaussures rouges, il court très vite. Il a des chaussures rouges, il a un film avec Idris Elba, tout le monde peut pas en dire autant, quoi. Il y en a qui ont un film avec Chris Pratt. Alors, il a un film avec le Chris Pratt du Lidl aussi, C'est vrai, il a un personnage que j'aimerais bien, que j'appelle Chris Pratt était trop cher. Donc oui, effectivement, il y a un Chris Pratt du Lidl, mais je pense que le Chris Pratt de Lidl, quand même, au moins n'est pas homophobe. Donc, ça passe devant. Salut à toi, James, si tu nous écoutes. Salut à toi. On t'embrasse. On t'embrasse.
Ok. Donc, on va pouvoir passer au troisième jeu. On va Allons-y. aller on va aller dans le monde merveilleux de la PlayStation. On va passer sur les jeux sur CD. On va parler du Sonic Killer de Sony, qui est aussi sorti dans les alentours de 94-95. Hein. On va parler de Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, je l'avais pas pensé comme Sonic Killer. Mais oui, pourquoi pas. Ah bah écoute, il est poilu, il est cool, il a une attaque basée sur le tournoiement. Effectivement. Eh ben alors du coup, Crash Bandicoot, à part des vidéos, des streams que j'ai vus, mon contact le plus proche que j'ai eu de Crash Bandicoot, c'est Donald Duck Quack Attack, qui est, Pardon. en fait que j'avais fait sur GameCube et qui est en fait un jeu de plateforme qui est structuré comme Crash Bandicoot, c'est-à-dire que c'est ces jeux de plateforme qui se passent dans un couloir, soit en side-scroller, soit dans un couloir de la taille de l'écran où on avance vers l'avant, puisque Crash Bandicoot, Oui, voilà, c'était c'est un pas, genre de dé vu de derrière en fait. voilà, c'est cet aspect 2D vu de derrière. Je crois que même dans Donald Duck Quack Attack, tu peux tourner. Voilà. Donc du coup, voilà, mon expérience de Crash Bandicoot, c'est Donald Duck Quack Attack. Je crois qu'on récupère des pommes quand même dans Crash Bandicoot. Alors je suis en train de chercher comment s'appellent les fruits qu'on récupère dans Crash Bandicoot. C'est pas la peine de nous dire comment s'appellent les fruits qu'on ramasse dans Crash Bandicoot dans les commentaires parce que j'aurais trouvé d'ici là, mais ça nous intéresse quand même. N'hésitez pas dans le chat à envoyer vos commentaires. Dans le chat. Hein. Merci pour le prime. Euh... mais on s'en fout de ça. Hop là. Alors, personnage, fonctionnement des niveaux. Des fruits Wumpa, apparemment. Eh bien, des fruits Wumpa, alors, hein, je te les achète. Mais bon, on va pas se mentir, c'est des pommes. Hein. Parce que des pommes... Ah, des pommes rouges, jaunes, vertes. Oh, il y en a. Ouais, c'est Dans le Biocup, il y près en- de chez moi, il y en a. il y en a. C'est du classique. Ça pourrait être proche d'un pomelo aussi. Il faut voir comment dire, la consistance du fruit. Du coup, à ramasser, on doit se rapprocher un petit peu de la banane. On se rapproche de la banane. On est sur du fruit. Ça se croque, ça donne une vie. Ça se rapproche même de la papaye quand on regarde. Ah non, mais ça a l'air d'être un vrai fruit en fait. Non. Mais oui. Ça se rapproche voilà, de quelque chose qui est un peu papayeux. Papa Yo-Yo, qu'est-ce que t'as sous ton grand chapeau? Exactement. Non, c'est pas ça. J'aurais envie d'argumenter sur le fait que Dis-moi tout. la banane, moi j'aime bien la banane, mais il faut reconnaître que c'est pas le goût le plus prononcé du monde. Ok. Et du coup, on peut moins s'en lasser. Que de la papaye, moi la papaye, j'en mange, mais quand même à dose réduite. Parce que À dose homéopapaytique. homéopapayétique, voilà. Je la dissous dans l'océan, je bois un verre d'eau, voilà comment je consomme la papaye. Parfait. Ok, donc pour toi, l'argument, c'est que comme ça a plus de goût, il y a plus de risque de s'en lasser. C'est intéressant parce que l'angle que moi j'aurais vu, c'est que si ça se rapproche de la pomme, c'est probablement assez acide et cette acidité est un bon facteur de conservation. Là où la banane est un fruit qui génère énormément d'éthylène et l'éthylène est un gaz qui fait mûrir puis pourrir les fruits. D'ailleurs, si vous voulez faire mûrir vos fruits plus vite chez vous, petit life hack, mettez des bananes à côté et ça fera mûrir vos fruits plus rapidement. Je vais penser à enlever mes bananes d'à côté de mes autres fruits. Déjà bien entamé, puisque je ne connaissais pas cette propriété. Alors du coup, voilà, la question se pose, c'est est-ce que c'est une pomme
Est-ce que c'est une papaye? Ou est-ce que Est-ce que c'est... c'est une poire? Est-ce que c'est un Scooby-Doo-Bidou? Je pense qu'on peut au moins mettre de côté la poire, le Scooby-Doo. Ça se discute. Je pense qu'il va falloir partir sur la question géographique pour savoir si on est plutôt sur de la pomme ou plutôt sur de la papaye. Ouais, je pense que en fait, on peut même partir sur la mangue aussi. Et Alors, c'est un peu rond pour être une mangue. Les mangues, c'est vraiment, vraiment oblong, vraiment ovoïde. Là oui. où le fruit Wumpa est assez rond. En tout cas, c'est un peu... ça a l'air d'être un peu... Voilà, cette zone-là, quoi. On va dire que ça se passe pas Alors, déjà, dans les pommiers en Bretagne. J'imagine pas faire du cidre, quoi. non, ça se passe pas à Marne-la-Vallée, ça, on est d'accord que Crash Bandicoot... Ouais. Crash Bandicoot, pas plus qu'un milliardaire, ne paye ses impôts en France. Ouais, du coup, c'est quand même plus... voilà, on se rapproche quand même plus des fruits exotiques. On est sur du fruit exotique, c'est probable. Papaye mangue, j'ai pas l'impression que ça vieillisse bien non plus. C'est pas faux. Et du coup, pour le coup, bon, après, c'est peut-être personnel, mais c'est vrai que la mangue, c'est quand même fort. C'est bon en gâteau, mais direct comme ça, c'est quand même un peu agressif. Ça aurait été une pomme, je lui donnais le bon Dieu sans confession, mais on se rapproche du truc exotique. Tu me diras peut-être que ça tient bien si on est sur l'île déserte. Et si l'île déserte... Ça tient peut-être mieux avec sa peau épaisse. Ouais. C'est justement, quand tu l'ouvres, faut la bouffer vite, quoi. Ça peut-être tient mieux. Après, bon, la banane aussi, pareil, c'est pas trop un fruit de Marne-la-Vallée. Pas vraiment. C'est très bon dans le curry aussi, les mangues. Ah, tiens, j'ai jamais essayé. Toujours est-il que... Donc, niveau On n'avance conservation... pas, on n'avance pas. On n'avance pas. Si, on apprend plein de choses à nos auditeurs. Comment entretenir vos pommes, vos bananes, vos papayes. Attends. Nous sommes dans un podcast pédagogique. C'est très bien. Pédagogique et culinaire, on est aussi là pour apprendre des choses aux gens et j'espère que vous repartirez moins bête que vous êtes arrivé en écoutant ce podcast. Voilà, ils n'ont pas à googler mangue pour voir à quoi ça ressemble. On le fait pour eux. Du coup, ouais, moi, mon argument pour l'instant, c'est juste... je me lasse plus de la mangue que de la papaye. Que de la banane? Que de la banane, pardon. Je me lasse plus de la mangue que de la banane. Voilà, moi, c'est ma position. C'est ta raison d'être. Voilà, c'est ma position. Là, j'ai pas plus de choses à dire. Au niveau conservation, ça a l'air d'être à peu près la même. Et puis bon, ça tient moins dans... Ah, parce qu'on a oublié ça aussi. Si demain, je dois aller ramasser des fruits dans les belles rues de Montpellier, dans les poches, les bananes tiendront mieux que les papayes ou les mangas. Ah, alors là, effectivement, c'est un argument qui est imparable. Cependant, ça nous dit qu'on est en dessous de Donkey Kong Country, mais est-ce qu'on est au-dessus de Super Mario Bros? Je pense que l'argument qui a fait passer Donkey Kong Country au-dessus de Super Mario Bros, qui est c'est au moins un fruit, on peut en faire le commerce, et sur une île déserte, je préfère avoir des fruits que des pièces, va toujours tenir. Donc on resterait au-dessus de Super Mario Bros. Ok, ça me va. Eh bien, nous allons classer Crash Bandicoot au-dessus de Super Mario Bros. Super Mario Bros qui se retrouve du coup, je pensais que ce serait la référence, il se retrouve tout en bas du classement pour le moment. Je ne sais pas comment il va s'en sortir, mais on continue d'espérer. On verra qu'on sortira du consommable, du fruit, peut-être qu'on trouverons des petites babioles encore moins utiles que des pièces. Ah bah, et puis parfois on partira dans l'abstrait même, hein. Oui. Donc je pense qu'on peut passer au prochain jeu. Allez-y, maestro. Eh bien, ce que je te propose, donc là on est dans les années 90, on va rester dans les années 90, on va rester en 3D, mais on va changer de console. Donc là on a fait un jeu, une console jusque-là, c'est pas mal.
on va parler d'un autre jeu développé par Rare. On passe des compositions de David Wise aux compositions contestées. Ah zut, son nom m'échappe, c'est dommage parce que du coup je passe pour un idiot, mais c'est pas grave. On va parler de Banjo-Kazooie sorti en 1998 sur Nintendo 64. Écoute, ton nom peut échapper parce que j'avais oublié que c'était pas David Wise qui faisait la musique de Banjo-Kazooie. Je suis persuadé que c'était la même personne. Donc, Eh non, c'est Grant Kirkhope. le fameux, effectivement, maintenant que tu le dis, pas de doute. C'est le mec qui, pour faire de la musique, souffle et tape dans des claquettes, c'est ça? C'est ça, il aime bien les points-points, mais les points-points rigolos, alors que Hans Zimmer, il aime les points-points boursouflés et épiques. Oui, et au risque de choquer, par rapport au Hans Zimmer récent, je pense que je préfère Grand Kick Orb. Tu n'es pas le seul. Mais là n'est pas la question. Donc, Banjo-Kazooie, où nous incarnons le brave ours Banjo et sa comparse Kazooie, l'oiseau qui vit dans son sac à dos. Oui. Jeu auquel aussi j'ai jeu jamais joué. Qui n'y a jamais joué. Et non, je me souviens très bien dans ma jeunesse qu'une Nintendo 64 valait 1000 francs et que je n'avais pas 1000 francs. Et que je n'ai pas pu avoir Banjo et Kazooie dans ma jeunesse, ni aucun autre jeu Nintendo 64, puisque je suis passé de la Super Nintendo directement au GameCube, ou à la GameCube, faites comme vous voulez. Et du coup, Banjo-Kazooie, mon expérience, c'est globalement Smash Bros. Ah oui, tu as attendu un bout de temps avant d'y toucher alors. Ah oui, j'ai vraiment... je suis intéressé à y toucher, mais voilà, c'est comme tous ces jeux, les jeux 64, il faut pas se mentir, t'en as très bien parlé, Donkey Kong Country 3, ça vieillit. Voilà, il faut des bonnes conditions. Peut-être qu'un jour, on claquera 50 € dans l'abonnement Switch Online pour jouer une version émulée en 30 FPS de Banjo-Kazooie 64. Ah, je pense que t'as meilleur temps de chercher à l'avoir sur le Game Pass, vu que Rare appartient à Microsoft. C'est vrai. Mais Banjo-Kazooie est arrivé quand même sur Switch, si je dis pas de bêtises. Il faudra que je vérifie, c'est pas à exclure, mais je crois qu'il est même encore sur le Xbox Live Arcade si t'as une Xbox 360 qui traîne par chez toi. J'en ai une qui traîne, qu'un jour il faudra que je la rebranche. Je la vois ici, elle est éteinte, elle est seule, elle est triste. Elle est triste. Et par contre, Elle gémit. je crois savoir ce qu'on ramasse. Des pièces de puzzle. Alors, on ramasse beaucoup de choses dans Banjo-Kazooie. On ramasse des pièces de puzzle pour compléter les niveaux. On ramasse des œufs pour faire des projectiles. On ramasse des des plumes pour voler. On ramasse des plumes dorées pour devenir invincible. Oui, mais tout ça, On ramasse un paquet de choses dans ce jeu. est-ce que ce sont des choses qu'on collectionne? Parce que à ce compte-là, on ramasse des fleurs et des champignons dans Mario. Oui, et ce ne sont aucun de ces objets dont on va parler, puisque l'objet de Banjo-Kazooie qu'on ramasse et qui est marqué par le chiffre 100, c'est la note de musique. Puisque dans les niveaux de Banjo-Kazooie, il y a 100 notes de musique dorées qui flottent dans l'air et qu'on peut ramasser afin de les collectionner et d'avoir suffisamment de notes de musique pour ouvrir certaines portes dans le château de la terrible sorcière Gruntilda qui a kidnappé la sœur de Banjo afin de voler sa jeunesse et sa beauté, ce qui fait que Banjo-Kazooie est un jeu avec un écran de game over très perturbant. Ah, tu me rends curieux, je suppose que le personnage devient moche et vieux. Ah bah, on voit Gruntilda voler sa beauté et sa jeunesse à la petite sœur de Banjo. Et on voit le résultat sur les deux. Quelle horreur!
Et voilà, donc pour moi, l'équivalent de la pièce dans Banjo-Kazooie, même si ça ne rapporte pas de vie, et ça c'est quand même malheureux, c'est quand même la note de musique. Ah, on ramasse du miel aussi, puisque c'est un rayon de miel qui sert de barre de vie. Oui, alors après, en fait, là, On s'en sort plus. voilà, On s'en sort il plus, faut qu'on se trouve je suis d'accord. l'objet qu'on ramasse en grand nombre. Oui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'équivalent à la pièce, en fait, dans Banjo-Kazooie. Ah, je pense que la plus proche approximation, c'est quand même la note de musique, parce qu'il y en a exactement 100 par niveau. Oui, on peut partir sur ça. Du coup, bah, il n'y a même pas de vie en plus. Et c'est un but complétionniste. Voilà, c'est un but de complétionniste. Euh, c'est, on ramasse les notes, c'est toujours les mêmes notes, c'est pas forcément intéressant. Est-ce qu'on commencerait pas à trouver le jeu qui va être sous Mario? Ah bah, j'en ai peur, d'autant plus que je sais que je n'aime pas être cette personne, mais il va bien falloir que quelqu'un le dise. On ne peut pas ramasser des notes de musique. À moins d'être Francis Cabrel et de vouloir rentrer dans sa grotte cachée sous les toits et pour lesquelles il faut clouer des notes à ses sabots de bois, on ne peut pas ramasser de notes de musique. C'est un son, c'est une fréquence, c'est une sensation, mais c'est pas un objet tangible qu'on peut ramasser. Alors qu'on peut en acheter. On va chez son musicien du coin, on fait tiens, joue-moi quelques notes. Et on pourra en avoir. Donc avoir des pièces permet d'avoir des notes de musique. Avoir une note de musique, on ne peut pas en ramasser, on est obligé de les produire. C'est ça qui est terrible, on est obligé de les produire. Et on récupère peu de pièces, alors que toujours dans le monde capitaliste qu'on est, il vaut mieux avoir des pièces et pouvoir acheter la musique qu'on veut que de produire la musique et récupérer littéralement que de la piécette. Eh bien, je suis bien d'accord avec toi. Je pense que c'est sans conteste un jeu qui va se retrouver sous Super Mario Bros, ce Banjo et Kazooie. Ok, ben, je pense que voilà, la sentence est dite. Banjo et Kazooie est 5e de notre classement temporaire, 5e et dernier, juste derrière Super Mario Bros. Voilà. Et tant pis pour les fans. Tant pis pour le candidaton. Voilà, ce sont nos opinions et on les assume. Et si vous n'êtes pas content, c'est le même tarif. Parfait. Et donc, Ce ne sont pas nos opinions, c'est la vérité que l'on débat. ce sont des faits. Ce sont Des des faits, des faits durs, sonnants et trébuchants. Un peu comme les pièces dans Mario d'ailleurs. Exactement. Mario qui essaye de remonter dans le classement relatif et qui va peut-être finir par avoir cette place au centre du classement que l'on imaginait. Eh bien écoute, je te propose de faire un petit écart, mais qui ne va pas être dénué d'intérêt puisque ça va permettre de continuer de discuter de la Nintendo 64. J'en parlais dans l'épisode sur les jeux Nintendo 64 justement. Il se trouve que dans Turok 2, qui est un jeu de tir à la première personne certes, mais dans lequel il y a des segments de plateforme et où il y a des éléments à ramasser qui donnent des vies quand on les ramasse, ce sont des espèces de losanges qui sont disséminés dans les niveaux. Et quand on en ramasse 100, on gagne une vie. Il y en a des jaunes qui ont une valeur de 1 et des rouges qui ont une valeur de 10. Et je pense que ce truc-là, dont je n'arrive même pas à donner un nom, hein, c'est juste des carrés, qualifie Turok 2 pour entrer dans notre classement. On peut se baser sur ça en prenant en compte Turok 2 sur Game Boy, qui est en l'occurrence un platformer. Un run and shoot, allez, mais voilà, Ah, c'est beau. on le validera. C'est beau ce que tu me dis là. Qui a l'air d'être encore pire en termes de collectibles, puisque de ce que je vois, ce sont des boules. Donc grosse imagination chez le développeur N64 comme développeur Game Boy. On est très dans la géométrie chez Turok. Voilà, on revient aux fondamentaux, hein. On pensera à Pac-Man où on ramasse ces petites pastilles
pour Quoique marquer des points. je me fourvoie peut-être, c'est peut-être les balles qui sont représentées à l'écran. En tout cas, c'est... Voilà, C'est bien rond on et n'est bien pas... haut. Voilà, on n'est pas sur de- du grand ouvrage et de la grosse réflexion. Je sais que pour travailler dans le jeu vidéo, parfois la question c'est comment on explique ceci dans la diégèse, comment donner du sens à ces objets, on remplace ces pièces par des cristaux, par des pommes, il faut que ça ait du sens avec notre personnage. Turok, Et là, pas du tout. pas du tout, ils y sont allés. Et quelque part, je respecte ça. Ce jusqu'au boutisme. Voilà, on va ramasser Voilà. des trucs, c'est du jeu vidéo, nous faites pas chier. Voilà, on ramène un petit peu de l'abstraction du jeu de société à l'allemande où on représente tout avec des cubes en bois. Voilà, est-ce que Turok, ça serait pas un petit peu le pandémie du jeu vidéo? Est-ce que Turok est le Eurogame du jeu vidéo? C'est peut-être ça. Mais ce C'est peut-être ça sera qui se passe. un autre podcast de Tech et Slumber qui discutera de ceci. Ah bah, évidemment. Ce sera un épisode de belles métaphores. Moi, j'ai l'impression que ces formes géométriques sans réelle signification, ça se calerait bien entre Super Mario et Banjo-Kazooie. Et là, voilà, j'étais en train d'y réfléchir et je me disais, bon, ça donne de la vie, donc ça passerait au-delà de Banjo et Kazooie. Mais si je me place aussi dans le monde réel, si j'ai des notes de musique dans ma vie, je suis heureux. Parce que il y a une complétion. En fait, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à la fois à la complétion et à la fois à l'objet en soi. Par exemple, Sonic, on disait l'objet en soi, même sans complétion, il a une utilité. C'est vrai. Banjo et Kazooie, voilà, j'ai quelques notes de musique. Voilà, on tape sur des tam-tams, il y a un feu de bois, voilà. L'ambiance est posée. J'arrive à la soirée, bon, il y a le feu. Je dis voilà, j'ai découpé des petits losanges dans une feuille de papier. Régalez-vous les amis. Sauf si ces petits sauf si ces petits papiers découpés sont du LSD. Mais c'est pas quelque chose que je ferais. Et puis je pense pas que Turok serait à même de se battre contre les dinosaures et sauver l'univers contre les extraterrestres s'il était complètement défoncé au LSD pendant toute l'aventure. Tout dépend, si ça se trouve, c'est parce qu'il a ramassé ces petits carrés qui se retrouvent à s'imaginer qu'il se bat contre des dinosaures et des extraterrestres. Oh salut, c'est Big the Cat. L'histoire ne dit pas ça. Ah. Mais Oh, alors, mon pote Turok, il paraît qu'il a des petits buvards. quand vous avez fait ça dans le podcast, j'ai une petite pensée. Ce que j'ai entendu, c'était les Teletubbies de Cassos. Oh, mais non, dis-moi ça, on n'est pas en train de copier quoi que ce soit, man. C'est pas notre genre. Je ne te rejoindrai pas, mais je te suis. Voilà. Oh non, mais Turok, tu vois, les dinosaures, c'est dangereux, man. C'est pour ça qu'il faut les chasser. C'est Babylone qui les envoie pour nous dominer. Et Jurassic Park, c'est un coup d'Hollywood pour laver le cerveau des gens, man. Il faut se réveiller. Donc je propose tu rock en dessous de Banjo Kazooie. Tout dépend. Oh. Bon, voilà, tu as fait fuir Big the Cat. C'est mes vieux Mix the Cat qui crée une angoisse fabuleuse. Surtout que ça serait... je ne connais pas le LSD, mais j'imagine ça plus enjoué que défoncé. Je crois comprendre que c'était pour les concerts des années 70. Je pense que ça avait aussi fumer et prendre du LSD. Mais je pense que Turok 2, c'est vraiment juste un petit bout de papier. Oui, probablement. Donc tu le mets sous Banjo-Kazooie. Oui, après, ça se débat, quoi. Parce que ça ne rend pas heureux. Ça ne rend pas heureux. Et c'est vrai que le monde de Turok 2 n'est pas aussi heureux que le monde de Banjo-Kazooie. Oui, j'aurais envie de donner sa chance à la musique.
donner sa chance au produit. Voilà, j'ai donné sa chance au produit, je te propose Turok 2. Oh ouais, donne sa chance au produit, man. Non, va-t'en, Big, c'est fini maintenant. Du coup, est-ce qu'on valide Turok 2 dessous? Je suis prêt encore à entendre un argument, hein, de la vie supplémentaire, mais je pense que dans ce classement, on est plus pour la joie de l'art que juste vivre, parce que après tout, qu'est-ce que vivre sans musique? C'est vrai. C'est vrai. Où serions-nous sans des chefs-d'œuvre intemporels comme les 4 saisons de Vivaldi ou la symphonie du Nouveau Monde, Every Time We Touch de Cascada, Bella de Gims. voilà, la Corona Song. Voilà, on y revient, on pense à nos consoles Nintendo. Avec leur console Nintendo. Du coup, bah, Turok 2 Bien, j'adore. passe dessous, Voilà, tout en bas. tout en Voilà, bas. Tout en bas. Et il a un fusil comme Renault dans le clip de Corona Song. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas... En plus, il est indien, il doit avoir un petit foulard aussi. Et comme il n'est pas platformer, comme ce n'est pas En plus, voilà, punissons-le. Mario se rapproche du centre, Banjo-Kazooie le talonne. Partons sur ça. c'est beau ce qui se passe. Partons sur ça et je te propose de partir pour retourner Cocorico en France et classer l'icône du platformer à la française, un jeu Michel Ancel. Nous allons parler de Rayman. Rayman, voilà. Jeu que je connais, voilà, j'ai fait, que j'ai connu pour la première fois grâce à Rayman CE2 maths et maths et orthographe. Ah la vache. Qui était mon premier rapport avec Rayman. Je rêvais d'avoir Rayman. Petit, je n'avais pas de PlayStation. Non, pas de PlayStation 5, encore moins. Mais voilà, je n'avais pas de PlayStation. Enfance terrible sans PlayStation 5. Un PC. Je voulais que mes parents m'achetaient pas un ordinateur, un jeu PC. Je ne sais plus pourquoi. Je l'avais mérité. Et voulant faire le bon élève, j'avais proposé ce jeu-là en disant, vous voyez, en plus, il est pédagogique. Même si j'avais pas employé ces mots-là à l'époque. Donc du coup, j'avais joué à Rayman CE2 maths et orthographe, qui est en fait un platformer tout à fait classique, sauf que de temps en temps, il y a un embranchement avec un calcul ou avec deux fois le même mot avec deux orthographes différentes, et il faut prendre le bon embranchement, sinon c'est la mort immédiate. Très belle manière d'apprendre aux enfants. Ambiance. Ah, bonne ambiance. J'ai encore l'image, c'est marrant, ça m'a marqué, du mauvais calcul que j'avais pris, et je pense que c'était une division, et qui était sur une sorte de plateforme qui avance tout seul. En fait, on arrive, une plateforme qui avance tout seul, deux plateformes qui arrivent, il faut choisir la bonne. J'ai choisi la mauvaise. Et je me souviens essayer de sauter pendant que la plateforme s'approchait des pics noirs qui étaient synonymes de mort. Et je me souviens en train de sauter et d'essayer de voler au maximum dans l'autre direction pour ne pas toucher ces pics noirs, évidemment, sans succès. En vain. En vain. Voilà, ça me rappelle la terreur. Ah bah on a tous nos traumatismes. Moi personnellement c'est Alien 3 sur Mega Drive où quand tu arrives au bout du chrono pour chaque niveau, tu as une petite cinématique où tu vois chaque prisonnier que tu n'as pas libéré se faire transpercer l'abdomen par des aliens. Encore une fois, bonne ambiance. Ce qui est en plus très 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 marrant par rapport au film, puisque ok, ils sont bloqués, mais si quand on arrive, ils sont infectés, on va juste les libérer pour qu'ils aillent se faire ouvrir le ventre ailleurs. Oui, mais ça c'est des détails. C'est des détails. Voilà. Ça, c'est des détails. Du coup, Rayman, je connais un Qu'est-ce petit qu'on peu. ramasse dans Rayman? On ramasse des lums, qui sont Et alors, des trucs. est-ce que les lums, c'est pas un petit peu comme les fées dans Ocarina of Time, une boule de lumière avec deux ailes insectoïdes? C'est un peu ça. C'est une boule de lumière avec
Je sais qu'il y a 2 bras dans les 2 derniers qui sont Rayman Origins et Rayman Legends. Je ne sais pas à quoi ressemble, je ne sais plus à quoi ressemblent les Lums avant ça. Mais je sais que ce sont voilà ces petits êtres souriants avec voilà des 2 ailes de mouche dirons. Et J'ai une image de Rayman 2 sous les yeux et c'est vraiment Navi avec des yeux, quoi. oui, je pense que c'est un peu ça. D'ailleurs, je sais plus dans le Rayman 1, est-ce qu'ils sont appelés Lums? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on récupère? Mais on va dire que voilà, Rayman, c'est les Lums, ça fait trop longtemps que... Ah oui, on ramassait des boules bleues à l'époque, dans Rayman 1. Est-ce que c'est des Electoons, les boules bleues, ou est-ce que je n'ai rien compris au lore de Rayman, ce qui est très probable. Je sais pas s'il y a des gens qui ont tout compris au lore de Rayman. Je sais de sources sûres que le lore de Rayman importe peu aux dernières personnes qui ont fait Rayman. Le but est de faire des choses sympathiques et pas de créer un univers non plus complètement voilà. Ce n'est pas le Seigneur des Anneaux, Rayman. Quitte à choquer, je le dis. Rayman n'est pas le Seigneur des Anneaux. Je pense que c'est possiblement des Electoons. En tout cas, on a un gros thème de boules lumineuses quand on cherche à ramasser des trucs dans Rayman. Oui, voilà, on a un gros thème de petits objets, de petits animaux ronds, de petites, pas dire animaux, mais des êtres sentients, voilà, des êtres conscients, souriants, qu'on ramasse. Et j'ai envie de dire stop, parce que c'est de la... Voilà, c'est de la C'est du traite. braconnage. Voilà, c'est du braconnage. Et en plus, ils sourient, ils chantent, ils dansent. Voilà, dans Rayman Legends, on croit comprendre qu'ils ont, même si on ne comprend pas, ils ont un langage. Donc voilà, ce sont des êtres conscients, non pas pour dire que vous pouvez braconner comme vous voulez le moindre animal, que vous pouvez chasser le moindre animal, mais là on passe à l'étape supérieure. Ce qu'on ramasse, ce sont des Ils sont êtres quasiment civilisés. voilà, ils sont quasiment civilisés. Tout ça pour, à la fin, en tout cas dans les Rayman Origins et Legends, les mettre dans un canon à Looms pour notre plaisir. C'est quand même c'est de la cruauté. Voilà, c'est de la cruauté. Ah bah écoute, voilà, on n'arrête pas de parler de Pokémon, la violence, les combats de coq, tout ça, mais finalement, c'est de la petite bière comparé à ce qui se passe dans Rayman. En plus, ils sont tout joyeux, ils sont tout contents, ils vont dans le canon, ils se rendent pas compte qu'ils vont être réduits en bouillie. Au moins, ils partent heureux, dirais-je. Mais avons-nous le droit? Ils sont morts en faisant ce qu'ils aimaient. Voilà, ils sont morts en faisant ce qu'ils aimaient, se mettre dans un gros cube et devenir une gelée. Mais voilà, moi, ramasser des êtres vivants, à un moment, je dis stop. En tout cas, voilà, des êtres conscients. Ouais. Il faut placer. Sans parler du fait que, voilà, autant des bananes, pourquoi pas, des notes de musique, on peut s'arranger pour en avoir, un carré à la con, je peux en découper un dans du papier, mais des lums, voilà. Voilà. Et s'ils existaient? Les enfants, bouchez-vous les oreilles. Les lums, ça n'existe Voilà, pas. les enfants sont partis. Voilà, les lums, ça n'existe pas. On peut pas ramasser de lums. Alors que, bon, le reste, on peut s'arranger. Et si ça n'existait, ça serait cruel. Ouais. Mais si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Du coup, est-ce que, bon, on passe au Banjo-Kazooie? C'est sûr. Est-ce que par hasard, pour marquer notre opposition à cette pratique barbare, On mettrait pas en tout dernier derrière Turok? exactement, on ne mettrait pas en tout dernier, tout au fond,
au fond de l'abîme, au fond de l'abîme de la violence et de la haine. Voilà. Comme ça, au moins, c'est acté. Turok 2 est un bien meilleur platformer que Rayman. Attends, Voilà. non, c'est pas ça le Et classement. ça, mais ça, les gens ne le savent pas encore. Les gens ne le savent pas encore, mais quand le classement sera révélé, ils sauront quels sont les meilleurs platformers. On pourra leur Ils dire sauront quelles sont les meilleures places. attends, Voilà. si tu as aimé Rayman, attends de jouer à Turok 2. Tu vas te régaler. Est-ce qu'on prend le temps d'en faire un petit dernier? Ah, ben moi, je suis ouvert. On peut parler de jeux comme tu veux. Si tu as d'autres licences, je suis prêt. Alors, je vais te parler d'une dernière licence. On va parler d'une licence qui nous manque, hein, qui attend d'être ressuscitée, qui est un petit peu à l'affût, dans les ténèbres, qui a vampirisé le temps de jeu de nombreux gamers et gameuses avec ses titres de qualité. Nous allons parler et je me permets de les classer comme des platformers parce que d'une part, il y a suffisamment d'éléments pour qu'on les classe comme ça, et d'autre part, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Et si vous n'êtes pas content, c'est de nouveau le même tarif. Je le dis 2 fois, je m'en fous, c'est mon émission. Nous allons parler de Castlevania, c'est le célèbre jeu de chasse aux vampires de Konami. Voilà, des séries inspirées de Vampire Survivor sur PC. Il y a quand même, moi je les considère quand même comme une série de platformers parce que, en fait, je pense qu'il y a plus de platformers que de Metroidvania. Et Ouais, puis bon, tu sautes sur des plateformes et tu tues des ennemis, hein, voilà, hein, c'est platformer. Hein. ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Surtout qu'en plus, il ne faut pas oublier que Symphony of the Night n'est pas un jeu inspiré de Metroid, c'est un platformer inspiré de Zelda, officiellement. Donc voilà, moi je considère ça comme des platformers, comme je considère en fait que les Metroidvania sont dans des catégories de platformers. C'est pas comme si les genres de jeux vidéo n'étaient pas poreux entre eux. Donc on peut parler de Et Castlevania. que c'était... Voilà, c'est pas comme si c'était des classifications complètement arbitraires, avec, pour la plupart d'entre elles, une intention mercantile manifeste. Voilà, Hashtag voter à gauche. hashtag voter à gauche. Donc du coup, Et donc Castlevania. donc on rappelle, inspiré de Vampire Survivor, le jeu sur PC. Donc on va tuer des vampires et ramasser des cœurs. On va ramasser des cœurs. Et alors, que font les cœurs dans Castlevania? Les cœurs, selon logique, hein, permettent d'avoir des munitions pour des armes secondaires. Qui sont, voilà. Et oui, c'est bien connu, hein, le cœur, symbole de la vie, l'organe vital, tout à fait pertinent dans le contexte d'un jeu sur les vampires, hein, des monstres qui sont connus pour se nourrir du sang des vivants. Quoi de plus logique que d'attribuer ce symbole universel de la vie et de l'amour à des munitions pour des armes secondaires? Oui, et puis c'est connu, voilà. Moi-même, j'ai une dague à la maison, j'ai voulu l'envoyer contre un mur, voilà, ça m'a pris 3 cœurs. C'est classique. Pareil, faire du boomerang, on sous-estime le nombre de cœurs qui sont dépensés en Australie. Moi, l'autre jour, j'ai renversé une bouteille remplie d'eau par terre. Et c'est pareil, il y a 3 cœurs qui sont partis. Hein. Eh oui, forcément. Forcément. Du coup, ramasser des cœurs. J'ai envie de dire, je suis sur une île déserte. J'ai de quoi te faire un peu de feu. J'ai faim. Est-ce que je vais cuire quelques pièces? Ou alors un bon petit steak de cœur? On partirait plus sur le cœur. Mais alors, où te l'es-tu procuré? Ça,
Ça, je sais pas, voilà. Il y a des classiques, voilà, j'ai pris un petit canif, hop, on va nager un petit peu, un requin arrive, un petit boop sur le nez, il se retourne, un coup de canif dans le ventre, j'arrache le cœur, hop, je repars, pareil, un petit oiseau qui passe. Voilà, il y a de quoi trouver du cœur. Déjà, ça peut se ramasser. Oui, Je veux dire, ça peut se ramasser. Alors, le truc, effectivement, c'est que, en revanche, contrairement à beaucoup d'éléments qu'on devait ramasser dans les autres jeux, ramasser des cœurs présuppose un degré de violence assez intense. oui, c'est vrai que ouais, ramasser tes cœurs, voilà, non. On reprend le centre-ville de Montpellier. J'ai trouvé plus de pièces que de cœurs, en tout cas légalement. Voilà, c'est à défaut d'être extrêmement violent, c'est un acte qui va au moins être extrêmement illégal, hein, parce que des cœurs qui sont déjà séparés de leur corps, ça se trouve, c'est pas un souci, mais en général, ça a une fonction, et les détourner de cette fonction-là, c'est mal vu. C'est mal vu. En tout cas, voilà, cette société castratrice qui nous empêche voilà, de Qui nous prendre les empêche de cœurs lancer comme on nos les veut. boomerangs et nos dagues. Voilà, tu vois, un petit cœur, voilà, classique. On trouve quelqu'un, voilà, quelqu'un dans la rue, on récupère son cœur, comme ça on peut aller lancer un boomerang au parc. Voilà, les plaisirs simples. Et on peut pas parce que la loi est mal faite. Voilà. Voilà, ah ouais, devinez qui se les accapare, les cœurs. Non, va-t'en, Big. Oh, mais c'est pas cause de Mario. Non, mais Je pense quand même. on sait très bien ce qui se passe. Je pense Dis-moi quand tout. même. Voilà. Le cœur, voilà, ce cœur. Voilà, j'imagine que le monde de Castlevania existe. Hein. Voilà, il a cette utilité de se dire, je vais considérer ça comme une monnaie d'échange contre des munitions. Je vais rajouter une petite licence artistique par-dessus. Voilà, je vais au magasin de croix. J'amène 3 cœurs. Le mec te donne des croix magiques. Pourquoi pas? Voilà, un cœur. Après tout, pourquoi pas? Voilà, les organes ça coûte cher, mais les boomerangs magiques qui tuent les démons, je suppose que ça coûte cher aussi. Allez, pourquoi pas? C'est difficile. C'est vrai qu'en termes d'utilité, la fonction remplie par ces cœurs est indéniable. Voilà. Là où... Voilà, là où même la note de musique, je peux pas manger la note de musique. Parce qu'il y a aussi, voilà, cette double utilité. Et je peux, voilà, et même si c'est illégal et peut-être immoral, je ne veux pas rentrer dans ces débats, je suis apolitique. Voilà. Non, dans notre monde actuel, si je devais faire commerce sans me poser de questions sur ma moralité, vendre des bananes, vendre des notes de musique, mieux vaut vendre des cœurs. Ok. Voilà. bah, c'est sûr que ça rapporte plus. Voilà, Ça rapporte il faut dire les plus. choses. Il faut dire les choses. Donc on est sur une maximisation de l'utilité qui est assez forte. Hein. Voilà. Donc, je monterai peut-être au-dessus de Mario, parce que dans l'utilité, quand même, on est plus fort. Mais peut-être que la moralité fait que, et Bolloré l'a bien montré, on peut gagner de l'argent de manière immorale en vendant des fruits. Voilà, Tout en étant apolitique. Hein. voilà, tout en étant un Rappelons-le. politique, voilà, des industriels qui font des choses immorales en vendant des fruits, ça existe. Pourquoi pas des cœurs? Mais dans le classement, autant placer les cœurs sous les fruits pour la moralité. Alors, oui, mais en même temps, puisque la question de la moralité est si ambiguë, on pourrait dire qu'en termes de maximisation d'utilité, on serait plus haut que ça. Est-ce que finalement on serait pas entre Donkey Kong Country et Sonic the Hedgehog? Oui, c'est vrai que Sonic garde le fait qu'on peut voler et avoir des pouvoirs d'un dieu, ce qui aide pas mal pour le classement. Ah, se transformer en Super Saiyan, c'est toujours une bonne chose hein, pour rester au top. Oui, mais du coup, ouais, est-ce qu'on serait prêt à faire monter... Alors moi, j'essaie de faire la distinction entre mon amour du jeu et notre critère, hein, mais
ça me ferait aussi plaisir que Castlevania soit devant Donkey Kong. Mais oui, Ah, écoute, excuse-moi, mais Donkey Kong, il lance pas des haches en dépensant des bananes. Hein. effectivement, là, si c'est juste avoir de la vie alors que s'amuser et découper du vampire, ça c'est le petit plaisir. Du coup, ouais, je veux bien qu'on cale Castlevania au-dessus de Donkey Kong, si ça te va. Eh ben, ça me va. Allons-y. Et oui, on a quand même trouvé quelques séries. Je t'avoue que je t'imaginais me sortir tous les jeux à la licence de Super Nintendo et de Mega Drive pour les classer. Alors, j'y ai pensé, mais le truc, c'est que souvent, ce genre de jeu fait preuve d'une fainéantise créative absolument odieuse, et c'est de la bouffe. Et si c'est pas de la bouffe, c'est du pognon. Donc, On se retrouvait à classer, à classer juste des bouffes entre Sonic et Mario Bros. oui, non, là, on n'aurait pas intéressé les gens. Donc, on se retrouve avec le classement final suivant. En premier, Sonic the Hedgehog. En second, Castlevania. En troisième, Donkey Kong Country. En quatrième, Crash Bandicoot. En cinquième, juste en dessous du milieu, Super Mario Bros. En sixième, Banjo-Kazooie. En septième, Turok 2, un platformer comme on les aime. Et enfin, en tout dernier, Rayman, Cocorico, un jeu Michel Ancel, un classement Michel Ancel. Et je pense que voilà, on a fait le tour de la question. Voilà, on a classé tous les jeux de plateforme qui existent, il n'y a que ça. Et voilà, rappelons-le, Turok 2 fait partie des 8 licences majeures de la plateforme. Eh oui. Et oui, c'est sans Turok 2, on n'aurait pas eu Yooka-Laylee. Hein. Effectivement. Et donc, du coup, c'est quand même un beau classement pour lequel je suis impatient qu'il soit publié sans contexte aussi, comme tu l'avais si joliment fait pour Zelda. Ah oui, sur les réseaux, ça va faire parler. Ça va faire parler sur les réseaux. C'est magnifique. Bah écoute, dis-moi la suite. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là, je pense, pour cette émission. Je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast Studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expériences de jeu. Merci à Vincent pour la voix au début de l'épisode. Merci à Paul pour le montage. Merci à Simon pour la musique du générique. Retrouvez la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. Merci à vous de nous écouter. Mettez-nous 5 étoiles sur votre podcatcher préféré. Ça fait plaisir et ça fait de l'exposition. Et enfin, merci à toi Stéphane de m'avoir rejoint une seconde fois pour faire un classement. Ah ben toujours. Merci à toi de m'avoir invité et je suis toujours prêt pour venir faire participer à ce concept totalement nouveau qui d'ailleurs j'ai vu a inspiré d'autres personnes puisque j'ai vu passer un podcast qui faisait ça avec du cinéma. Pourquoi tu inspires les gens? Il paraît que sur France Inter, dans l'émission d'Antoine Decaune, Charline Roux a parlé d'une émission similaire où il classe des reprises de chansons. Décidément, On fera un petit coucou à Dame au passage. Et puis, est-ce que toi, on peut te retrouver sur les internets quelque part Oui, bah Stéphane. sur Twitter, @viewtysteph, VIEWTY Steph STEPH. Vous me verrez tweeter sur du jeu vidéo, la gauche et le cinéma et RT, des trucs absurdes. Ne venez pas, je suis pas foncièrement intéressant. Mais vous pouvez m'y retrouver si jamais vous voulez me suivre. Et c'est à peu près tout. Hein. Bientôt, peut-être dans vos consoles, quand les jeux sur lesquels j'ai travaillé sortiront, je n'en dirai pas plus pour l'instant. Et c'est à peu près tout. Et vous me retrouverez sûrement dans un prochain Super Unravel Battle avec Noté. Puisque c'est toujours un plaisir de revenir ici, hein, classer de manière totalement objective les jeux. D'ici là, peut-être que Star Citizen et Hollow Knight Silksong seront sortis. D'ici là, eh bien, je suis toujours Mythe la Mythe et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Des bisous.
s'arrêter là, Jacques.